voilà, salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèle à votre émission Quoi de neuf qui nous permet d'aborder des problèmes de société, mais également des problèmes de dimension plus générale. Et là, à mes côtés aujourd'hui, j'ai Valérie Vertal-Loriot, qui est secrétaire académique du SNES-FSU. Bonjour Valérie. Bonjour Michel. Alors, quand on parle d'une secrétaire académique du SNES-FSU, évidemment, vous avez certainement beaucoup de boulot parce qu'on parle de suppression de 94 postes qui seront supprimés dans l'éducation en Martinique à la rentrée 2023. Et ça veut dire que les écoles ne font plus le plein, puis on va supprimer postes, quoi. Il est clair qu'il y a une baisse démographique. Ça, on ne remet pas en cause les chiffres. Il s'agit de chiffres officiels. Il y a une vraie baisse démographique dans cette académie. Et ça fait plusieurs années qu'on sait qu'il y a moins d'enfants dans les salles de classe. Cependant, la FSU, en tout cas notre fédération, puisque ici, aujourd'hui, je suis plutôt là pour la fédération, parce que les suppressions de postes ne concernent pas que le second degré, ça concerne aussi le premier degré, mais aussi les personnels administratifs de l'éducation nationale. Il est clair qu'aujourd'hui, la logique de l'État n'est que budgétaire. Ça fait un moment qu'on le dit, mais derrière, nous, on ne travaille pas sur du budget, on travaille sur des humains. Et derrière, ce sont les enfants qui payent les conséquences de cette logique budgétaire, tout simplement parce qu'il y aura naturellement une augmentation du nombre d'élèves par classe, ça c'est sûr, à cause de toutes ces suppressions que l'on dénonce depuis plus de 10 ans. On dénonce ces suppressions massives de postes. Aujourd'hui, on peut se dire que l'éducation n'est pas la priorité de l'État. L'éducation pour l'État est un moyen de faire aussi des économies. Donc oui, il y a énormément de suppressions de postes. Il y a des suppressions de postes dans le premier degré. Depuis 2019, il n'y a pas eu de suppression de postes dans le premier degré. Il y a 35 suppressions l'année prochaine. Dans le second degré, il y a 56 suppressions l'année prochaine, mais aussi chez les personnels administratifs, ce qui fait un total d'environ 91 suppressions de postes sur l'ensemble de l'académie. 94 du moins. Oui. Je vais vous poser une question qui peut-être que, je ne sais pas moi, vous êtes une enseignante du secondaire, évidemment, vous enseignez en lycée, etc. Mais à un certain moment, ça existe toujours. On a parlé dans le primaire de classes à plusieurs niveaux. Quel est votre regard justement sur ce type d'expérience ? Alors, les collègues du premier degré seraient beaucoup plus à même que moi, parce qu'il s'agit derrière de tout ce qui, concerne la pédagogie. CE2, du CM2, etc., dans la même classe. J'ai tendance à penser que ce n'est pas quelque chose de positif. Parce que naturellement, on est obligé de faire à l'intérieur d'une classe 2 ou 3 niveaux, bien évidemment avec des petits groupes, avec des complexités d'organisation pour les collègues. Moi, j'ai tendance à penser tout de go que ce n'est pas la meilleure chose dans les établissements que de faire ce genre de choses-là avec les élèves. Cependant, c'est vrai qu'en termes pédagogiques, les collègues du premier degré seraient beaucoup plus à même que moi de répondre. Mais sincèrement, en tout cas moi, si on faisait ça dans le second degré avec plusieurs niveaux, et naturellement que j'aurais été en difficulté. Parce que ça veut dire que quand on s'occupe d'un groupe, eh ben on ne s'occupe plus de l'autre. Donc celui-là, et peut-être, c'est vrai qu'il y a une organisation, une adaptation des collègues qui est extrêmement importante face à ce genre de choses-là, mais ça veut dire que pendant qu'un groupe est en train de travailler, on explique à un autre groupe, etc. Mais il n'y a pas de frontières en termes de sonorité aussi. Pendant qu'on parle à une classe, les autres sont en train de... Même avec le masque, vous vous rappelez, à un certain moment... Tout à fait. Il y avait des difficultés. Les professeurs d'école avaient des problèmes, quoi. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc, on parle de 94 postes supprimés dans l'éducation nationale, c'est quand même grave. Mais il y a également, surtout, l'attitude des parents. Est-ce que les parents, ils sentent qu'il y a péril, là? Alors, j'ai tendance à dire que, on voit beaucoup les fédérations de parents dans les conseils d'administration, dans les conseils de classe, naturellement. On les voit beaucoup, on échange avec eux. Cependant, et ces parents avec lesquels on échange sont souvent aussi les parents qui sont engagés. Donc qui connaissent véritablement la réalité du système éducatif. Mais de manière globale, il y a un certain nombre de parents avec lesquels on a moins le temps de parler. Je ne suis pas sûre qu'ils réalisent véritablement les conditions dans lesquelles on travaille dans les établissements scolaires, avec des personnels qui manquent partout, notamment dans les vies scolaires. Il faut bien vous dire qu'un établissement scolaire qui marche bien, c'est un établissement scolaire qui a suffisamment de moyens dans les vies scolaires. Nous, on parle énormément au CPE,
parce que tout simplement, au SNES, on a un super secteur des CPE et la plupart des CPE de cette académie sont chez nous. Donc, on parle énormément, on échange énormément avec les CPE. Et j'ai encore rencontré les CPE le mois dernier parce qu'ils avaient fait un collectif au siège de notre organisation qui nous disent qu'ils sont en grande difficulté. Ils sont en grande difficulté parce qu'il n'y a pas notamment suffisamment de surveillants. Et vous avez aussi entendu dans la presse la difficulté particulière au lycée Zobel de Rivière-Salée où ils demandent 5 équivalents temps plein supplémentaires de surveillants où l'État répond par un poste. C'est pas acceptable. Et puis, selon la taille des établissements aussi, la physionomie particulière des établissements, l'étendue des établissements, même si il y a du travail qui est fait au niveau du rectorat pour pouvoir mettre en place ce que l'on appelle une clé de répartition pour les AED notamment, ça ne suffit pas. On est toujours en train de gérer par la pénurie. Donc, on essaye de doter certains établissements de plus de surveillants en fonction du nombre d'élèves, de la taille de l'établissement, de la manière dont l'établissement se présente. Mais en fait, on gère en fonction d'un nombre total qui est toujours insuffisant. Donc, naturellement, ça pose des problèmes. Les surveillants ne peuvent pas être présents partout. Et c'est un travail particulièrement difficile d'être surveillant. Mais c'est bien évoqué quand même, ce travail de la vie scolaire, parce que souvent, dans les établissements, les gens voient les profs, etc., à la direction. Alors, on va revenir quand même sur cette histoire de CPE, de vie scolaire. Avant le montant, enfin, ça date pas de maintenant, c'est surtout des étudiants qui travaillaient à la vie scolaire, des étudiants, n'est-ce pas, en complément, avoir un petit peu d'argent pour avoir... Et là, maintenant, on assiste à d'autres types de surveillants, quoi. Alors, les choses ont beaucoup changé. Qui sont engagés, là. Alors, explique-moi un petit peu... comment cette mutation a eu lieu, quoi? Alors, les choses ont beaucoup changé. Avant, c'était des MISE, des maîtres d'internat surveillants d'externat, qui étaient aussi qui étaient des étudiants pour la plupart, et qui, en plus, pouvaient aider les élèves sur leur parcours, sur leur travail à faire, etc. Parce qu'ils suivi personnalisé? Avec un suivi personnalisé, parce que justement, ils étaient des étudiants. Les choses ont beaucoup changé depuis un certain nombre d'années. On a petit à petit mis en place les AED, les assistants d'éducation. L'objectif, c'est pas le même profil, tout à fait. C'est pas exactement le même profil. Au départ, ça n'empêchait pas aux surveillants de demander à être assistant d'éducation. Mais il faut que vous sachiez que, on a divisé les missions, ce qui veut dire qu'ils ont 40 heures à effectuer et on leur donnait des demi-services. Mais pour la plupart du temps, leur emploi du temps ne leur permettent pas en même temps d'être surveillants. Donc, de plus en plus, on a élargi la base de personnes qui pouvaient devenir des surveillants. Et aujourd'hui, vu la situation aussi et particulière de notre académie, il y a de plus en plus de gens, mais au niveau national, c'est aussi prouvé que plus de la moitié des AED ne sont pas des étudiants. Mais justement, est-ce qu'on peut parler là, en matière même, les étudiants à l'époque avaient même des missions pédagogiques, enfin des attributions pédagogiques à surveiller. Ils en ont toujours les AED. Ils en ont toujours les AED, mais la chose est que aujourd'hui, ce ne sont pas que des surveillants, ce ne sont pas que des étudiants. Ils en ont toujours pour un certain nombre d'entre eux, mais l'essentiel, leur mission se concentre sur la surveillance. Et puis aujourd'hui, on n'a plus que des jeunes. Puisque quand c'était des étudiants, on avait un certain nombre de jeunes. Donc, on a élargi. Donc, il y a des personnes qui sont un petit peu moins jeunes, si je peux m'exprimer comme ça. Et puis, aujourd'hui, on a aussi CDIsé la fonction. Ça veut dire que certains, au bout de 5 ans, peuvent obtenir un CDI. Mais nous, bien évidemment qu'on est content qu'ils puissent obtenir un CDI parce que derrière, c'est un petit peu plus d'assurance en termes de métier. Et puis derrière, pour les collègues, ils peuvent avoir désormais des prêts bancaires, des choses. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont beaucoup moins jeunes. Et puis nous, on s'inquiète aussi de la fin de carrière. Vous imaginez quelqu'un qui est CDIsé et qui a 60 ans
et qui est toujours surveillant. C'est pas la même chose non plus quand on doit s'occuper au quotidien dans des secteurs, dans un établissement, de surveiller des élèves, etc. C'est quelque chose d'extrêmement fatigant, usant, même si on est quand même content qu'ils soient CDIsés, mais aujourd'hui, on va aller aussi plus loin dans nos revendications pour les AED. Mais ce n'est plus comme avant où il n'y avait que des étudiants. Aujourd'hui, plus de la moitié ne sont pas des étudiants. Mais justement, Valérie, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. J'ai connu à l'époque, dans des vies scolaires, des étudiants, des étudiantes qui étaient obligés de cumuler. C'est-à-dire, on en retrouvait avec des étudiants qui ont des adolescents. Ouais. Donc, ils étaient là, mais ils avaient besoin de travailler également. Donc, bien évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui peut les aider quand ils sont étudiants, etc. Et ça, c'est aussi une situation sociale derrière, des situations sociales qui peuvent être difficiles. Donc, des fois, ils sont obligés de cumuler parce que derrière, ils n'ont pas la somme aussi qui leur est donnée n'est pas suffisante. Donc, quand ils sont à demi-service, ils ont le droit de cumuler avec un emploi. Quand ils sont en service total, naturellement, ce n'est pas exactement la même chose puisque c'est 40 heures par semaine. C'est énorme. Alors, les CDI aujourd'hui sont revenus à 35 heures, mais quand ils ne sont pas CDI, ils travaillent 40 heures par semaine. Vous imaginez 40 heures par semaine? À quel moment vous avez le temps d'être étudiant? Vous ne pouvez pas être étudiant. Donc, il y a un changement dans le concept même du surveillant par l'État. C'est ça. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu à la question qui nous intéresse aujourd'hui. 94 postes supprimés dans l'éducation en Martinique. Alors, on va parler de pourcentage en primaire, des professeurs des écoles, le tout compris, hein? Alors, 94, c'est tout compris. C'est primaire, secondaire et administration. D'accord? Ouais. Donc, on aurait pu dire, oui, donc, il y a les scolaires sont là-dedans aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est tout personnel confondu. On aurait pu se dire, mais c'est normal, il y a une baisse démographique. C'est pas la vision du syndicat. On aurait pu se dire, bon, il y a une baisse démographique, il y a moins d'élèves, donc naturellement, il y a moins d'enseignants. C'est pas la vision du syndicat. La vision du syndicat, c'est que oui, on a une baisse démographique, mais oui, il faudrait profiter de cette baisse démographique, si on peut en profiter, je mets de gros guillemets à profiter, pour pouvoir essayer de mieux accompagner nos élèves avec des petits groupes classes. On s'est rendu compte pendant la crise sanitaire qu'on avait les classes qui étaient divisées en deux, à quel point ça a été bénéfique à nos élèves, à quel point on avançait plus vite quand on avait des groupes qui étaient divisés en deux. On a des problèmes dans cette académie. L'indice de position sociale, il est défavorable. Il y a plus d'éducation prioritaire qu'ailleurs. Il y a plus de familles monoparentales. Il y a des difficultés sociales qui font que ça se retrouve à l'école. Donc on se dit, puisqu'il y a ces difficultés-là, on pourrait faire des groupes classes moins importants pour pouvoir permettre à nos élèves de mieux réussir. Un suivi personnalisé, etc. Mais ce n'est pas le choix que fait l'État. L'État préfère faire le choix des économies budgétaires. Alors que nous considérons aujourd'hui que ça nous permettrait d'avancer mieux avec nos élèves et de venir à bout de leurs difficultés. Moi, j'entends aussi les collègues d'éducation prioritaire qui disent tous que les enfants ont des difficultés à savoir écrire. Nous aussi, on le sait et on le voit. L'oral est un vrai problème. On nous demande de faire de l'oral avec les élèves sans nous donner des moyens derrière de faire l'oral. Donc, naturellement qu'il y a un certain nombre de choses qui sont bâclées. J'échangeais aussi vendredi avec les collègues du premier degré. Depuis 2019, ils n'ont pas eu de suppression de postes parce qu'il y avait ces dédoublements de classes qui avaient été mis en place par le ministre Blanquer, les dédoublements en classe de CP. Mais ils ont fait les dédoublements à moyens constants dans l'académie. Donc voilà, c'était essentiellement de la communication et derrière, ils n'ont pas mis les vrais moyens. Voilà. Donc derrière, ça n'a été qu'un politique et il n'y a pas eu de moyens qui ont été mis en place pour pouvoir trouver des solutions. Et aujourd'hui, ils perdent 35 postes. Donc, ils n'ont pas perdu de postes ces dernières années, mais ils perdaient des classes quand même. Et cette année, on a recommencé à supprimer
aussi des postes dans le premier degré. Et là aussi, ce sera un problème pour les élèves, et notamment les élèves qui sont les plus en difficulté. Voilà. Justement, Valérie, je sais, bon, ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas professeur des écoles, vous êtes professeur du second degré. Mais les apprentissages fondamentaux, pour revenir sur ça, pendant le Covid, on a constaté certaines lacunes concernant notamment les sons, les enfants des gens qui achètent des masques. Et puis, il y a un problème, c'est qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, vous donnez un portable, une nouvelle génération, à un enfant, écoutez bien Valérie, de 5 ans, et vous étonnez là, on dit que ça, est-ce qu'on n'aura pas une incompatibilité concernant la manière même d'enseigner les fondamentaux? Alors, concernant les méthodes, il y a eu de grands débats ces derniers temps, notamment sur la méthode globale, oui. Il y a eu tout un ensemble de débats. Je ne sais pas s'il est véritablement terminé, mais c'est vrai qu'on rentre en conflit avec tout ce qui est tablette, portable, etc. Tout le numérique, quoi. Et je crois que ces dernières années, on a dit aux élèves, aux enfants, surtout aux enfants, que l'essentiel c'était de se faire comprendre et pas que l'orthographe, que la grammaire avait un rôle fondamental. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des générations entières qui ont du mal avec la grammaire, qui ont du mal avec l'orthographe. Moi, je vois, même mes classes de terminale, je vois des fautes qui sont monstrueuses. Grossiers, ouais. Qui sont grossières. C'est impressionnant. Maintenant, ils mettent un singulier, ils ajoutent un S à la fin. C'est le truc qu'on ne voyait jamais. On voyait toujours celui qui oubliait de mettre le S. Mais maintenant, on met des S en trop. C'est impressionnant comme tous les efforts que l'on a à faire concernant l'orthographe et la grammaire. Et particulièrement dans ma discipline, et beaucoup aussi, on nous a beaucoup dit, les enfants sont déjà sanctionnés en français quand ils font des fautes. On ne peut pas les sanctionner dans les autres disciplines. Donc, on leur a donné dans leur tête l'impression que l'orthographe n'était pas important dans les autres disciplines. Souvent, mes élèves me disent « Mais madame, vous n'êtes pas prof de français, vous soulignez toutes nos phrases, toutes nos fautes. » Oui, je souligne des fautes parce qu'en histoire géo, je ne peux pas comprendre si les phrases ne sont pas faites selon le code français, c'est-à-dire la grammaire française. Donc, je suis obligée de souligner. Et des fois, je vous assure que je suis perdue face à ce que peuvent écrire des élèves. On va parler de conflit générationnel, mais disons que est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas changer la manière carrément d'enseigner aussi? Je n'en sais strictement rien, je n'en sais vraiment strictement rien, mais je crois qu'il faut redonner, en tout cas à l'orthographe et à la grammaire, la place centrale qu'elles avaient. Il faut vraiment comprendre que la langue ne sert pas qu'à la discipline français, lettres modernes, mais que la langue sert à toutes les disciplines. Aujourd'hui, je ne comprends pas... Après un point, les élèves, sans aucune difficulté, ne mettent pas de majuscules. Les trucs de base, quoi. Les virgules, la ponctuation. En fait, pour moi, c'est central parce que, aussi, peut-être que c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un conflit de génération. Mais c'était fondamental de savoir écrire dans la langue pour pouvoir se faire comprendre naturellement. Et il y a aussi l'oral. Là aussi, on a des choses à faire concernant l'oral. Oui. Mais avec des moyens. Encore une fois, il y a des choses sur lesquelles on sait qu'il faut qu'on fasse des progrès, mais l'institution ne nous donne pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire ces progrès. Quand on voit nos élèves qui sont tant en difficulté sur l'oralité, c'est un problème. Quand ils sont en fac, ils sont aussi bien notés sur l'écrit que sur l'oral. Mais quand on présente un mémoire, par exemple, vous savez que l'orthographe, ça compte aussi, évidemment. Mais naturellement. Naturellement. Quand on présente un mémoire... Mais naturellement, moi, à l'époque, on faisait des mémoires, et dans ma discipline, c'était des mémoires en maîtrise. Ouais. Mais naturellement que l'orthographe était fondamentale. Ouais. Voilà, on a bien parcouru, n'est-ce pas, on va pas faire un état des lieux, n'est-ce pas, mais 94 postes supprimés dans l'éducation nationale, vous trouvez que c'est énorme? Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, le fait qu'on reprenne avec les suppressions dans le premier degré, là aussi, c'est choquant. Ça ne veut pas dire que c'est plus choquant de le premier degré que de le second degré. Ça fait des années qu'on se bat contre ces suppressions. Il faut bien voir aussi qu'il y a des conséquences à ces suppressions de postes. Quand on supprime autant de postes dans le second degré, par exemple, ça veut dire que nos stagiaires ne peuvent pas entrer dans l'Académie Martinique. C'est ça aussi derrière.
Si on supprime des postes, nos stagiaires ne peuvent pas rentrer dans l'Académie Martinique. Donc nos stagiaires sont envoyés ailleurs. Il y a le corollaire, c'est-à-dire voilà, les il y a des conséquences. conséquences. Il y a des conséquences. Et si on supprime autant de postes, naturellement, nos stagiaires seront envoyés en France. Ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Et c'est ce qu'on dit depuis aussi des années. Si on supprime moins de postes, nos stagiaires pourront rentrer dans cette académie. Parce que c'est important aussi. Parce que derrière, il y a une baisse démographique. Quand nos stagiaires y partent, pour la plupart, ils sont jeunes. Ils font leurs enfants en France, qu'ils mettent dans des écoles en France. Ils ne les font pas en Martinique. Derrière, l'État aussi doit participer à cette dénatalité. On va arriver dans la dernière ligne. Doit 94 postes supprimés. À la rentrée 2023, on va terminer cette année. Est-ce que vous avez déjà un calendrier d'action prévu? Alors, au niveau syndical, là. Voilà. Oui, j'ai bien compris. Quand on parle d'action, on parle du cœur d'une organisation syndicale, c'est-à-dire la lutte. Donc, vous vous adressez. Donc là, on a eu le CTM, le comité technique ministériel, la semaine dernière, qui nous a tenus informés des 94 postes supprimés. On aura le CSA académique qui va être installé le 6 et qui, le 19, va traiter des suppressions. Bien évidemment, il y a toujours des déclarations des organisations syndicales et naturellement qu'on ne vote jamais des suppressions de postes dans l'académie. Et naturellement que derrière, il faut savoir aussi que nous allons appeler les collègues à la grève. Il y a déjà, de toutes les façons, dans le calendrier en janvier, une grève interprofessionnelle le 17 janvier, qui va s'inquiéter des salaires. Le 17 janvier, qui va s'inquiéter des salaires, qui va aussi déjà parler des retraites. Mais dans notre académie, on va y ajouter une revendication qui sera celle sur l'absence de suppression de postes que nous demandons. Ça fait un moment que nous demandons d'arrêter ces suppressions de postes pour pouvoir aider nos élèves. Parce que derrière, ce sont nos élèves aussi. Ce sont des élèves qui sont dans des classes qui sont beaucoup plus surchargées. Parce qu'à chaque fois qu'on supprime une classe dans cette académie, c'est 14 élèves. Seulement 14 élèves. Donc oui, le 17, nous allons appeler à la grève. Mesdames et messieurs, vous avez compris que la situation est pas assez et alarmante. Carrément concernant donc ces postes supprimés dans l'éducation nationale. On se donne rendez-vous dès janvier 2023 pour voir comment les choses évoluent. Vous avez parlé du 17 janvier. Du 17 janvier. Le 17 janvier, nous serons en grève. En tout cas, la FSU sera en grève. Merci Valérie Bertal-Loyo. À bon entendeur, salut. À très bientôt.